Le jour où j'ai reçu le message au téléphone disant qui avait vraiment tué mon mari, mes mains ont commencé à trembler d'une manière que j'ai immédiatement reconnue, car c'était le même tremblement que j'avais ressenti des années auparavant. Cette nuit-là, on m'a dit d'accepter sa mort comme un accident et d'arrêter de poser des questions. Je me tenais au milieu de la cuisine, l'appareil manquant de tomber de mes doigts, relisant ces quelques mots encore et encore, tandis que tout le passé que j'avais dû avaler en silence revenait avec une force étouffante. Pendant des années, j'ai accepté la version officielle parce qu'il ne me laissait pas d'alternative. Car chaque fois que je remettais en question un détail, un calendrier, une contradiction, il me regardait comme si j'étais trop coincé dans le passé, comme si mon amour s'était déséquilibré. On m'a étiquetée comme la veuve fragile, celle qui ne peut pas avancer, la femme gênante qui insiste pour des blessures que tout le monde préférerait garder fermées. Au début, je me battais, posais des questions, cherchais des réponses, mais avec le temps j'ai appris que l'insévérance coûtait trop cher, car chaque tentative était répondue par une humiliation déguisée en soin. Il disait que j'avais besoin de me reposer, que la douleur me perturbait, que l'acceptation était la seule façon de survivre, et petit à petit, je suis resté silencieux. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'étais trop fatigué pour continuer à me battre seul. Mon mari a officiellement été enterré comme victime d'un décès, et avec lui, il a enterré mes doutes, mes soupçons et ma voix. Les années ont passé. La vie a continué pour tout le monde autour de moi, sauf moi, qui ai appris à vivre avec un vide constant dans la poitrine, essayant de me convaincre que peut-être ils avaient raison, que peut-être je voyais des choses là où elles n'existaient pas. Pourtant, il y avait des détails qui ne collaient jamais, de petites incohérences que je répétais mentalement pendant les nuits blanches, mais ce que je n'osais plus dire à voix haute. Les gens proches de moi suivaient leur routine normalement. Certains montrèrent même de l'impatience chaque fois que son nom était évoqué, comme si évoquer le passé était une offense, et je me suis mue pour rester silencieux, croyant que c'était peut-être la façon d'honorer sa mémoire sans se causer d'inconfort. C'est ainsi que j'ai accepté la mort de mon mari pendant des années, non pas parce que je la comprenais, mais parce que j'étais convaincue que questionner était fou. Jusqu'à ce que ce message arrive sans avertissement, brisant tout ce que j'avais appris à endurer. Le texte était court, direct, sans signature, mais il mentionnait un nom précis et une raison claire, quelque chose qui expliquait toutes les incohérences qui me hantaient depuis si longtemps. Mon cœur battait la chamade, non seulement à cause du choc, mais aussi de la confirmation brutale de quelque chose que j'avais toujours ressenti et que j'avais été forcé de nier. À ce moment-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je me suis juste assis lentement sur la chaise et j'ai pris une profonde inspiration, parce que je comprenais que ma douleur n'était jamais exagérée. C'était trop gênant pour quelqu'un qui devait garder un secret. Le message disait que mon mari n'était pas mort par hasard, qu'il y avait une intention, qu'il y avait de l'intérêt, et que des personnes très proches de lui savaient exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. En relisant ces mots, de vieux souvenirs commencèrent à se réorganiser dans mon esprit. Conversation interrompue, regard détourné, hâte de clore les affaires, tout prenant un sens nouveau et étrangement clair. J'avais l'impression de me réveiller après des années de sommeil forcé, réalisant que toute ma vie avait été construite sur un mensonge confortable pour les autres et dévastateur pour moi. La peur est venue peu après, car j'ai compris que, si c'était vrai, toucher à ce passé signifiait affronter des personnes qui faisaient confiance à mon obéissance silencieuse. Pourtant, quelque chose en moi n'acceptait plus de revenir en arrière, car ce message avait fait plus qu'une homme. Il avait rendu ma lucidité. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais ni fragile, ni confus, ni exagéré. Je me sentais trompé. J'ai passé cette nuit éveillée, revivant chaque instant après la mort de mon mari, chaque conseil à oublier, chaque fois qu'on me demandait de passer à autre chose, réalisant que cela n'avait jamais été pris en charge, que c'était le contrôle. Le lendemain matin, j'ai commencé à agir silencieusement, à consulter d'anciens documents, à me souvenir de détails s'ignorer, car je savais que ce message n'était pas arrivé par hasard. Quelqu'un a décidé de s'exprimer, et quand quelqu'un rompt un pacte de silence, c'est parce que le poids s'est devenu insupportable. À partir de ce jour, j'ai compris que la vérité n'avait pas été enfouie, seulement cachée derrière ma douleur, et que la honte, qui m'avait été placée pendant des années, allait bientôt changer de camp. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était à quel point cette vérité
exposerait ceux en qui j'avais le plus confiance. Après cette nuit blanche, j'ai commencé à réaliser que le message ne m'avait pas seulement donné un nom, mais qu'il m'avait arraché la dernière couche de naïveté que je portais encore, car à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tout observer avec des yeux différents. Des gens qui autrefois semblaient réservés semblaient désormais calculateurs. Des phrases que j'acceptais comme consolation commençaient à résonner, comme des essais mal dissimulés d'une version commode des faits, et chaque souvenir prenait un poids différent, presque étouffant. J'ai commencé à revoir de vieux documents, rapports, registres de temps, tout ce que j'avais gardé dans des boîtes parce que je ne pouvais pas me résoudre à regarder, et plus je lisais, plus je remarquais de petites incohérences jamais clarifiées. Il y avait des plannings qui ne correspondaient pas, des témoignages qui se contredisaient mutuellement, des décisions prises trop rapidement pour une affaire qui, disait-il, était si simple. Les noms mentionnés dans le message étaient apparus indirectement dans diverses situations passées, toujours présents dans des moments décisifs, toujours trop proches pour être une coïncidence, et pourtant jamais remis en question par personne. Cela m'a fait comprendre que ce n'était pas seulement un crime caché, mais un accord silencieux soutenu par la commodité et la peur. J'ai commencé à tester les gens autour de moi avec des questions apparemment innocentes, des commentaires subtils, et les réactions étaient révélatrices, des silences prolongés, des changements soudains de sujet, des regards qui évitaient les miens, comme si j'avais touché quelque chose d'interdit. Plus je me rapprochais de la vérité, plus il devenait clair que mon image de veuve fragile avait été trop utile pour beaucoup, car personne ne prend au sérieux une femme qui pleure trop, qui insiste trop, qui aime trop. Cette prise de conscience m'a profondément blessée, mais elle m'a aussi donné une force inattendue, car pour la première fois, j'ai cessé d'essayer de paraître fort aux yeux des autres et j'ai commencé à agir lucidement pour moi-même. J'ai cherché de l'aide en dehors du cercle habituel, quelqu'un qui ne connaissait pas mon histoire de la version officielle, et quand j'ai montré le message et les documents, j'ai vu sur le visage de cette personne quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une véritable attention. Il n'y avait aucune urgence à me calmer, aucune tentative de relativiser ma douleur, juste des questions objectives et un silence respectueux. Et cela suffisait à confirmer que Jen n'exagérait pas. À partir de là, les pièces commencèrent à avancer avec précaution, car bricoler un crime enfoui demande de la précision. Et en attendant, je continuais à jouer le rôle attendu de moi, la veuve résignée, la femme qui avait enfin accepté de tourner la page. Cette action involontaire m'a donné accès à des conversations qui n'auraient pas eu lieu s'ils avaient su ce que je savais déjà, et chaque mot entendu renforçait la certitude que ce message n'était que le début. J'ai découvert qu'il y avait alors des disputes d'intérêt, de l'argent en jeu, des promesses faites en cachette, et que la mort de mon mari résolvait trop de problèmes pour être une seule fatalité. Les proches d'eux en ont profité directement ou indirectement, ont changé leur vie peu après, ont fermé des entreprises, remboursé des dettes, et tout cela était là, réparti au fil des années, attendant que quelqu'un fasse le lien. Parfois, la peur tentait de me paralyser, car je comprenais que révéler la vérité signifiait briser des relations, faire face au jugement, et peut-être mettre ma propre sécurité en danger. Mais quelque chose en moi avait déjà été trop blessé pour reculer. J'avais passé des années à douter de ma propre perception, et je n'étais pas prêt à recommencer. Les enquêtes commencèrent discrètement, et au fur et à mesure qu'elles avançaient, d'anciens témoins furent répercutés, de nouveaux détails émergèrent, et la version officielle commença à montrer des failles publiques. Les personnes qui me traitaient autrefois avec condescendance ont commencé à montrer de la nervosité, ont essayé de m'approcher avec des discours sur les soins tardifs, comme s'ils voulaient mesurer ce que je savais. Dans l'une de ces conversations, j'ai entendu une phrase qui m'a glacé l'intérieur, quand quelqu'un a dit qu'il valait mieux laisser le passé tranquille. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie, car personne ne demande l'exilence quand il n'a rien à cacher. Les preuves commencèrent à s'accumuler, de vieux messages, des documents financiers, des témoignages contradictoires, et ce qui avait été considéré comme de la folie pendant des années en vinrent à être perçus comme une insistance légitime. On m'a appelé pour apporter des précisions, et quand je me suis assis dans cette pièce, je n'ai pas ressenti peur, j'ai ressenti un étrange calme, car finalement je n'avais plus besoin de convaincre qui que ce soit de ma douleur, elle était étayée par des faits. J'ai rapporté chaque détail avec précision, sans émotion exagérée, car la vérité n'avait plus besoin de mon désespoir pour exister. En parlant,
J'observais le visage autour de moi et reconnaissais, chez certains, la même honte qu'ils avaient essayé de me faire sentir pendant des années. C'est là que j'ai compris que le récit avait définitivement changé et que l'image de la veuve fragile commençait à se défaire face à la réalité des faits. Il n'y avait toujours pas de justice, pas d'arrestation ni d'aveu officiel, mais il y avait quelque chose que plus personne ne pouvait m'enlever, la certitude que je n'avais jamais eu tort. Le message que j'ai reçu a non seulement révélé qui a tué mon mari, il a aussi révélé à quel point j'avais été manipulée pour accepter un mensonge confortable aux autres, et à ce moment-là, j'ai su que ça me plaise ou non, cette vérité ne serait plus jamais enterrée. Au fur et à mesure que les enquêtes avançaient, j'ai commencé à ressentir le poids réel de ce qui allait se passer, car une vérité comme celle-ci ne vient pas au jour sans s'entraîner beaucoup de choses. Des personnes qui, pendant des années, circulaient dans ma maison, ont naturellement commencé à éviter les réunions. Les appels n'étaient les plus répondus, et de petits gestes de cordialité ont été remplacés par un silence tendu qui en disait plus que n'importe quel mot. J'ai continué à tout observer attentivement, car j'ai appris, de la manière la plus douloureuse, que ceux qui en savent trop se protègent généralement en feignant la normalité. Les enquêteurs ont commencé à croiser d'anciennes données avec des informations récentes, et chaque vérification a révélé ce qui ne semblait auparavant que de l'intuition, confirmant que la mort de mon mari avait été traitée comme un problème à résoudre rapidement, et non comme une tragédie à comprendre. J'ai découvert que les rapports étaient ajustés, les plannings réorganisés, les témoignages dirigés pour créer un récit assez simple pour ne pas éveiller de soupçons. Le nom mentionné dans le message apparaissait de façon récurrente, toujours proche des moments clés, toujours bénéficiant des décisions prises après la mort, et pourtant protégé par un cercle de commodité qui se formait autour de lui. Quand cette protection a commencé à s'effondrer, le comportement des gens a radicalement changé, et je n'étais plus vue comme la veuve fragile, mais comme un risque. Il y avait des tentatives subtiles pour m'intimider, des commentaires sur « jouer avec des choses dangereuses », des suggestions de prendre soin de ma santé et de laisser le passé derrière moi, et chacune de ces approches ne faisait que renforcer que j'allais dans la bonne direction. À une occasion précise, quelqu'un de très proche a essayé de me convaincre que tout cela n'en vaudrait pas la peine, disant que rien ne ramènerait mon mari, et j'ai entendu cela avec une autre clarté, car je comprenais que ce n'était pas une question de ramener quelqu'un, mais de restaurer la dignité à la vérité. Les preuves ont commencé à gagner en cohérence pour justifier des mesures plus fermes, et lorsque j'ai appris que l'affaire serait officiellement rouverte, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et de soulagement. Car je savais qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de contrôle possible sur ce qui allait être découvert. De vieux témoins furent de nouveau appelés, certains tentèrent de maintenir les anciennes versions, d'autres commencèrent à démontrer des contradictions évidentes, et chaque incohérence fut soigneusement consignée, démantelant peu à peu le château de mensonges qui soutenait ce crime si longtemps. J'ai tout suivi de près, non pas comme quelqu'un cherchant à se venger, mais comme quelqu'un qui a passé des années à être traité comme exagéré et qui a vu maintenant, document après document, la confirmation que ma douleur avait toujours été justifiée. Le moment le plus difficile a été de réaliser que certaines personnes qui m'ont serré dans ses bras lors de la veillée savaient, plus qu'elles ne l'ont dit, ont choisi le réconfort du silence plutôt que la vérité. Et cette prise de conscience m'a profondément traversée, car elle montrait à quel point la commodité peut être plus forte que l'empathie. Pourtant, je suis restée ferme, car il n'y avait plus de place pour la retraite, et toute tentative de revenir impliquerait d'accepter à nouveau le rôle qui m'avait été imposé. Lorsque le nom de la véritable personne responsable a été officiellement cité comme principal suspect, l'impact a été immédiat, et le même cercle qui m'avait auparavant discrédité a commencé à se défendre publiquement, essayant de justifier les décisions passées et de minimiser les responsabilités. J'observais tout avec un étrange calme, car cette exposition ne dépendait plus de ma voix, la vérité avait pris son propre poids à lui-même. Dans mes témoignages, j'ai entendu des tentatives de déformer les faits, des versions adaptées aux commodités du moment, mais la différence désormais était qu'il y avait suffisamment de documents, messages, transactions financières et témoignages pour étayer ce qui était auparavant considéré comme de la folie. Le nom de mon mari n'est plus seulement un souvenir douloureux et occupe la place qu'il aurait toujours dû occuper.
celle d'une victime d'un crime caché. Quand ils m'ont rappelé pour parler, je n'ai plus ressenti la même angoisse qu'avant, car maintenant je n'avais plus besoin de rien prouver, juste de raconter ce que j'avais vécu. Et chaque mot prononcé semblait me rendre un peu de la dignité qui m'avait été enlevée au fil des ans. J'observais attentivement les réactions autour de moi, je voyais l'inconfort de ceux qui croyaient que le temps effacerait tout, et je comprenais que leur plus grande erreur avait été de sous-estimer la persistance silencieuse de ceux qui aiment vraiment. Le processus avançait encore, il y avait des étapes à accomplir, des responsabilités à définir, mais quelque chose d'essentiel avait déjà été rompu, le pacte du silence. Des personnes qui m'avaient auparavant conseillé d'oublier ont commencé à mesurer chaque mot, et la honte que j'avais portée si longtemps a finalement commencé à changer de camp. Je savais que je ferais encore face à des moments difficiles, des regards croisés et des tentatives de discréditation, mais je savais aussi que, quel que soit le résultat, je ne laisserai plus jamais transformer ma lucidité en faiblesse. Le message que j'ai reçu cette nuit-là a non seulement révélé qui a tué mon mari, mais il a aussi révélé tout un système qui dépendait de ma douleur pour tenir debout. Et maintenant ce système commençait à s'effondrer devant tout le monde, sans possibilité de retrouver le silence confortable qui m'avait été imposé pendant tant d'années. Lorsque le résultat a enfin commencé à se dessiner, j'ai compris qu'il n'y avait plus de place pour des versions confortables ou des silences commodes, car la vérité avait gagné corps, documents, témoins et assez de courage pour se tenir debout d'elle-même. Les dernières audiences ont été longues et épuisantes, et je suis resté présent à chacune d'elles, non pas par nécessité légale, mais par un besoin intime d'assister à la fin de tout ce que j'ai été contraint d'accepter pendant des années. Entendre à voix haute que la mort de mon mari n'était pas un accident, qu'il y avait une intention et des intérêts clairs, c'était comme sentir une vieille blessure s'ouvrir pour enfin être nettoyée. Le nom de la personne responsable a été confirmé. Les raisons ont été froidement exposées. Et ce qui a longtemps été considéré comme une exagération de ma part est devenu un avertissement ignoré. Des personnes proches de moi, qui me demandaient de la patience, qui me conseillaient d'oublier, apparaissaient dans les archives comme complices par omission, commodité ou peur, et voir cela officiellement enregistré était douloureux, mais aussi libérateur, car cela mit fin au doute qui m'accompagnait depuis si longtemps. Lorsque la décision finale a été annoncée, il n'y avait aucune célébration en moi, juste un profond silence, accompagné d'un sentiment de repos que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la joie, c'était une clôture. Je suis rentré chez moi ce jour-là à pas lents. Je me suis assis dans le salon où j'ai pleuré seul tant de fois et j'ai pris une profonde inspiration, comprenant que cet endroit ne portait plus le poids des mensonges. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, je me suis permis de me souvenir de lui sans l'ombre d'un doute, sans la culpabilité de penser que j'inventais peut-être des choses. Et cela a complètement transformé la façon dont la douleur se manifestait en moi. Elle était toujours là, mais maintenant, elle était honnête, propre, sans le poison de la manipulation. Les semaines suivantes furent de réorganisation silencieuse. Les gens s'éloignaient naturellement, d'autres s'approchaient avec des excuses timides, et j'acceptais chaque mouvement sans essayer de le contrôler, car j'apprenais que tous les liens ne méritent pas d'être préservés lorsqu'ils naîtront du déni de la vérité. Le nom de mon mari a commencé à être cité avec respect, non plus comme victime d'une mort vague, mais comme quelqu'un dont son histoire a été injustement terminée, et cela lui a redonné la dignité qui lui avait été volée. J'ai aussi dû me reconstruire, car pendant des années j'ai vécu en essayant d'avoir l'air forte, en essayant de ne pas me déranger, en essayant de ne pas être la veuve exagérée, et maintenant je devais apprendre à exister sans demander la permission. Il y eut des jours de profonde fatigue, de revisite de souvenirs, de pleurs silencieux, mais il y avait aussi une nouvelle fermeté, une certitude tranquille que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Dans une simple conversation, quelqu'un m'a demandé comment j'avais réussi à endurer tout ça, et j'ai répondu sans réfléchir que ce n'était pas de la force, mais de la résistance, car quand ils essaient de voler ta vérité, résister est la seule façon de survivre à l'intérieur. Aujourd'hui, en y repensant, je vois clairement qu'accepter la mort de mon mari n'était pas un acte de compréhension, mais un acte imposé de survie, et le reconnaître m'a aidé à me pardonner d'être restée silencieuse. Le message que j'ai reçu cette nuit-là n'a pas seulement apporté des réponses,
Il a ramené ma lucidité, ma voix et mon identité, des choses qui m'ont été enlevées petit à petit au nom d'un silence commodé. Le passé n'était pas enfoui, comme il le croyait, il attendait simplement le moment où quelqu'un serait prêt à affronter le poids de la vérité, sans fuir. S'il y a une fin possible à cette histoire, c'est ici, à ce stade où la honte a changé de camp, où les mensonges ont perdu du terrain, et où je peux enfin dire, sans peur, que je n'ai jamais eu tort. J'ai accepté la mort de mon mari pendant des années parce qu'on m'a forcé de croire que questionner était fou, mais aujourd'hui, je sais que aimer au point d'insister n'est pas une faiblesse, c'est un instinct. Et c'était cet instinct qui, même réduit au silence, ne laissait jamais la vérité mourir.